Audace. Place à l'audace. Au travail, en famille, dans nos projets ou dans nos rêves, peut-on réellement concilier ambition et épanouissement personnel ? Comment s'aligner pour mieux briller ? Dans Audace, j'invite des personnalités passionnées à partager leurs aventures, leurs réflexions, leurs défis et leurs moments clés. Qu'ils soient artistes, entrepreneurs, sportifs, experts ou anonymes, tous nous montrent que prendre des risques, oser être audacieux, se réinventer ou simplement croire en soi peut véritablement transformer nos vies. Trop souvent, j'ai rêvé que mes échanges puissent être entendus par le monde entier. Qu'une phrase, qu'un mot glissé à un moment particulier dans la vie de quelqu'un puisse l'aider ou l'inspirer. Aujourd'hui, grâce à ce podcast, j'ai le privilège de rendre cela possible. Je suis Chloé Junico, bienvenue dans Audace, un podcast indépendant. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une experte en stratégie LinkedIn, Sophie Boulanger. Sophie accompagne les professionnels et les entreprises dans la création de leur présence digitale sur LinkedIn en les aidant à se démarquer et à développer leur réseau de manière authentique et efficace. Dans cet épisode, Sophie va nous partager ses meilleures astuces pour utiliser LinkedIn comme un véritable levier de visibilité, de création de contenu et de développement de son réseau professionnel. Nous aborderons des questions clés. Comment optimiser son profil, comment créer du contenu impactant et surtout comment transformer LinkedIn en un véritable moteur de carrière et d'opportunités. Que tu sois entrepreneur, salarié ou en transition professionnelle, cet épisode te donnera des clés pratiques pour maximiser ton impact sur LinkedIn. Je suis aujourd'hui accompagnée de ma meilleure amie, Louise Gournon, bien plus pertinente que moi sur ce topic car je vous avoue que j'étais assez sceptique quant à LinkedIn et je vous expliquerai pourquoi dans cet épisode. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audace, un peu particulier parce qu'il y a une invitée supplémentaire qui est ma meilleure amie Louise, mais je vais commencer d'abord par notre invitée. Aujourd'hui c'est Sophie Boulanger, qui est une spécialiste LinkedIn. Alors, on a eu d'abord un débat en off, je vous dis tout. On a eu un débat en off. Est-ce qu'on dit LinkedIn ou LinkedIn ? Alors, Sophie, dis-nous. Alors, il n'y a pas qu'une réponse qui est bonne, parce qu'il y a plein de gens qui disent LinkedIn ou LinkedIn. Donc, c'est un peu, si vous allez rapidement pour dire le mot ou si vous prenez votre temps, tout est bon. Ok, ma team rapide. Rapide, LinkedIn. Louise est aussi avec nous aujourd'hui. Louise qui est ma meilleure pote et qui, je l'ai prise avec nous, je l'ai embarquée dans l'histoire parce que je ne suis pas du tout experte LinkedIn. Je l'utilise, à mon avis, je l'utilise mal. Mais j'ai hâte de savoir, j'ai hâte en fait que vous me fassiez changer d'avis par rapport à LinkedIn. Donc bonjour Louise. Bonjour Chloé, puis je suis très très contente d'être là. Et c'est vrai que c'est parti du fait qu'on avait des gros débats sur LinkedIn sur l'utilisation, le rôle, finalement le fait que ça devienne le monde de ChatGPT, mais on y reviendra j'imagine. Mais on n'était pas d'accord sur le sujet, donc hyper curieuse d'entendre aussi ton avis Sophie là sur la question pour débattre. Avant de commencer ça, avant de plonger dans le sujet, est-ce que je peux vous demander, les filles, de vous présenter brièvement ? Oui, avec plaisir. Du coup, moi, je m'appelle Sophie Boulanger, j'ai 31 ans et je suis coach LinkedIn depuis 1 an. Alors, il faut savoir que je me suis reconvertie parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2020, en plein Covid. Et à l'époque, j'avais un business dans le bien-être au travail. Donc, ça s'appelait Okun, et c'est toujours le nom de ma société aujourd'hui. Mais voilà, c'était une magnifique expérience pendant 3 ans. Et je me sentais pas alignée à 100%. Donc, j'ai repris un job sur le côté de carrière coach. Et j'ai adoré cette expérience d'accompagnement en pleine transition, le côté professionnel. Et je me suis dit, je vais pas être business coach, je vais pas être coach de vie. Mais par contre, LinkedIn m'a toujours accompagnée dans ma vie. Donc, je me sens super à l'aise de me lancer comme coach LinkedIn. Et donc, je fais ça depuis novembre 2023. Waouh. Oui.
Louise, beau. en 2 mots. Du coup, moi, c'est Louise. Je vais avoir 34 ans. Je suis maman d'un petit bout de 2 ans. Et puis là, du coup, ça résonne avec ce que tu dis, Sophie. Je suis en pleine reconversion professionnelle. Donc, j'étais dans un poste haut placé à responsabilité dans l'immobilier. Et puis là, il y a quelques mois, j'ai décidé de lancer mon propre business, devenir solopreneuse et puis de me lancer dans un milieu qui est tout à fait différent, qui est celui des thérapies holistiques, thérapies alternatives, et de pouvoir rendre tout ça plus accessible. Mais on aura peut-être l'occasion. Oui, tout à fait. Parce que j'allais exactement dire ça. Que tu reviendras dans un prochain épisode. Il sera consacré à ton parcours parce qu'en effet, c'est hyper inspirant. Il y a beaucoup de choses à dire. Et, oui, c'est une sacrée histoire. Ouais, les auditrices ont adoré ton histoire. Alors, Sophie, on est parti. Question, je vais shooter mes questions. Après, je vais laisser, à mon avis, le lead à Louise parce qu'elle est beaucoup plus pertinente sur le sujet LinkedIn que moi. Mais pour commencer, Sophie, peux-tu nous raconter comment LinkedIn est devenu ton domaine d'expertise et comment tu as aidé des professionnels à développer leur présence sur leur plateforme, sur cette plateforme? Parce que c'est pas un peu scolaire quand je dis ça comme ça. J'ai écrit mes questions, j'avoue. D'habitude, je fais pas ça comme ça, mais là, je suis tellement nulle sur LinkedIn. Je me dis, moi, je vais quand même taper mes questions et les écrire. Donc, excuse-moi, je l'ai lu, mais en gros, non, mais c'est parfait. Alors, comment est-ce que j'ai décidé d'être coach LinkedIn, justement? Il faut savoir qu'avant de lancer ma startup en 2020, j'ai été commerciale pendant 4 ans. Donc, après mes études à l'IEX à Bruxelles, en communication, j'ai trouvé un stage à Paris. Je voulais absolument aller à l'étranger. Et j'étais account manager à la base. Donc, je devais m'occuper des clients existants d'une start-up en marketing. Et très rapidement, on était en pleine expansion. Donc, ils m'ont dit, bon, Sophie, tu vas aussi t'occuper du commercial. Et j'étais là, OK, moi, j'ai jamais étudié ça. J'ai jamais, je sais pas comment on fait, mais pourquoi pas? Et donc, j'ai commencé à aller sur LinkedIn où j'ai envoyé plein de messages de prospection. Donc ça, c'était vraiment ma première utilisation de LinkedIn pendant 4 ans. C'était envoyer des messages de prospection à des data managers, CRM managers, donc des profils avec qui je voulais avoir des rendez-vous pour leur vendre les services à l'époque de la startup dans laquelle je travaillais. Et c'était hyper puissant, c'est-à-dire que quasiment tous les messages que j'envoyais se transformaient en meeting et par la suite en client. Bon, pas à 100%, mais voilà, déjà là, j'ai vu la puissance de LinkedIn et c'était entre 2016 et 2020. Donc, aujourd'hui, LinkedIn a un peu évolué. J'allais dire, est-ce que tu penses que ça pourrait encore fonctionner? Parce que j'ai pas l'impression que on est encore là-dedans, quoi. Si, il y a encore ce côté on convertit encore super bien sur LinkedIn. Peu importe le secteur, etc. Et je l'ai vu d'ailleurs par la suite et avec ma startup et aujourd'hui en tant que coach LinkedIn. Et surtout, en fait, là où LinkedIn m'a énormément apporté, c'est quand je me suis lancée à mon compte avec Okun, justement. Donc, j'ai démissionné de mon ancien job en 2020, juste avant le Covid. Et à un moment donné, j'ai vu un post d'un journaliste, Gilles Quastio, qui travaillait au Trends Tendance à l'époque. Ouais. Et il cherchait des entrepreneurs qui se sont lancés pendant la crise. Et donc, moi, j'ai commenté. Et suite à ça, j'ai eu un appel téléphonique avec lui. J'ai eu un article avec une cover dans le Trends Tendance. Ça m'a apporté voilà. Bon, tu m'as converti LinkedIn, j'adore. Voilà. Non, mais il y a vraiment des opportunités en or, que ce soit les clients, la presse. Et alors, je vous raconte la suite dans une seconde. Mais donc ça m'a amené mes 2 premiers clients. Et puis le bouche à oreille de ces fameux clients qui ont pris la parole sur LinkedIn. Il y a le bouche à oreille qui est aussi assez puissant. Et j'ai aussi trouvé mon ancienne associée grâce à LinkedIn. Son copain l'avait tagué en fait sur un de mes posts. Et donc, c'est vraiment pour vous montrer à quel point cette période-là, donc entre 2020 et 2023, on va dire, m'a apporté autant au niveau presse, autant au niveau association. Ça peut être pour tous les partenariats, etc. Et en termes de business, moi, quand j'ai fait ma reconversion, c'est aussi grâce à LinkedIn que j'ai eu mes premières clientes en tant que coach LinkedIn. Donc vraiment, la puissance, pour moi, elle est... déjà, je me suis basée sur mon expérience, mais maintenant, évidemment, il y a des études qui montrent que sur LinkedIn, les profils sont plus éduqués, sont plus... Quand on est sur LinkedIn aussi, il faut savoir qu'on est... je ne sais pas si c'était une de tes questions ou pas, mais... Oui, mais en fait, je les rejoins, mais je te coupe. Mais c'est vrai que
tu vois, t'as des tranches de la société quand même qui sont pas du tout représentées sur LinkedIn, tu vois, je veux dire, même dans mais de plus en plus, moi j'ai vu genre des métiers, par exemple, il y avait 2-3 success stories de, par exemple, d'électriciens, de personnes qui sont plus dans quelque chose de plus manuel, etc. Et en fait, et c'est là, je pense ça va être un gros sujet d'aujourd'hui, mais qui sont aussi genre plus dans le personal branding. Et en fait, ils se disent, mais en fait, moi, j'ai ma place aussi sur LinkedIn parce que moi aussi, j'ai des choses à communiquer, j'ai des choses et en fait, là que c'est différent, c'est sûr, mais je trouve ça super beau qu'il y ait un shift qui est en train de se faire aussi sur, en fait, c'est pas que des CEO, c'est pas que des entrepreneurs, c'est pas que, enfin, il y a un peu de tout et justement, je pense qu'il faut oser, il faut avoir l'audace. Ouais. De se dire je suis autant légitime, peu importe mon poste, peu importe ma carrière, peu importe le secteur dans lequel je suis. Enfin, je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais je vais t'engager. Non, je rigole. En pitch. Non, mais je trouve ça justement, je trouve que la diversité fait de LinkedIn un truc sympa et intéressant. Oui. Et il faut savoir que les gens sont beaucoup plus à la recherche de solutions de manière proactive que sur les autres réseaux sociaux. Voilà, qu'est-ce qu'on cherche sur LinkedIn? Est-ce qu'on cherche de personal branding? Est-ce qu'on cherche la notoriété de sa marque? Est-ce qu'on cherche du storytelling? Est-ce qu'on cherche à, franchement, étaler son ego parce que désolé, mais il y a de ça? Ou est-ce qu'on cherche un job? Alors, historiquement, je vais pas vous le cacher, c'était pour chercher un job. Enfin, c'est un peu l'utilisation la plus logique, oui, c'est ça. Mais évidemment, ça a changé. Tout comme moi, à l'époque, j'envoyais beaucoup de messages de prospection, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus grâce à mon contenu que je trouve des clients. Et donc, pardon, redis-moi. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Oui. Alors, le but, moi, ce que je dis toujours avec LinkedIn, c'est quel est ton objectif principal? Est-ce que tu veux te mettre sur LinkedIn pour faire la promotion de ton podcast? Ou est-ce que tu veux que ce soit ton canal d'acquisition client numéro 1? Ou est-ce que tu veux décrocher absolument cette année 3 articles dans la presse? Enfin, souvent, les objectifs se recoupent, parce que l'un peut amener l'autre ou l'un n'empêche pas l'autre. Mais donc, il faut que l'objectif soit bien clair. Et ce que je dis toujours, c'est give first. Donc, donner de la valeur. Identifier qui est votre client de cœur. Donc, moi, je ne vais pas aller m'adresser à tout le monde. Je m'adresse aux femmes entrepreneurs parce que ce sont... c'est mon public cible. Donc, bien connaître, bien savoir à qui on s'adresse, quels sont ses besoins, quelles sont ses envies, quels sont ses problèmes. Et proposer du contenu, partager du contenu qui parle à ces personnes-là. Et donc, ça va, de un, augmenter notre visibilité. Et puis, le but, évidemment, c'est de convertir. Donc, c'est d'alterner des contenus, donc des posts LinkedIn dans lesquels on va se rendre visible, on va être, on appelle ça la découvrabilité ou le top of funnel. Et puis, le but, c'est d'aller de plus en plus dans des sujets très spécifiques, très nichés et convertir pour que soit on ait des appels découverts, soit on ait plus d'écoute à son podcast, soit on reçoive des propositions de sponsors. J'espère que je te convainc. Oui. Et moi, je te coupe de nouveau. Je vais laisser le floor après à Lou, mais c'est vrai que moi, j'ai ce truc j'ai honte, quoi. En fait, parfois, je me dis, mais tous mes anciens employeurs ou tous mes anciens contacts voient mon bébé podcast. Alors, j'en suis hyper fière, mais j'ai plus de mal à être authentique ou à nu sur LinkedIn que sur Insta ou TikTok, encore plus. Mais ce que je pense être intéressant aussi, c'est qu'on oublie souvent que LinkedIn, c'est un réseau social. Et un réseau social, ça veut dire que t'interagis avec les gens. Et en fait, comme un Instagram, tu choisis aussi qui tu follow, tu choisis aussi. Et donc, je pense qu'il y a une erreur qu'on fait, c'est qu'on accepte un peu tout le monde, etc. Et que, en fait, choisis aussi qui t'as envie de voir, quel type de contenu t'intéresse, en fait. En fait, il y a plein d'influenceurs qui font des trucs hyper intéressants sur le podcast. C'est peut-être eux que tu dois suivre plutôt qu'en fait, tes anciens employeurs. Je trouve que, tu vois, il y a parfois des étiquettes un peu de, oui, au début, on crée un peu son réseau de premier cercle, je dirais, avec ses amis, sa famille, ses collègues, ses anciens collègues, ce qui est une super base. Mais en fait, j'ai envie de dire, va se spécialiser avec des gens qui t'intéressent, en fait. Et du coup, ces gens-là interagissent avec eux. Et en fait, c'est ça qui va aussi amener. Et je trouve que ça manque un peu. Tu vois, il y a certains profils où je vois, ils postent et ça prend pas. Mais en fait, est-ce que toi, tu as interagi avec d'autres gens? Est-ce que toi, tu t'es intéressé? Est-ce que toi, tu as été commenté? Est-ce que toi, tu as été voir? Ça me semble tellement de taf avec les autres plateformes, tu vois. Et du coup, effectivement, c'est pas faux. C'est du taf. C'est du taf et ça prend du temps. Et je pense qu'il faut pas s'éparpiller
non plus, mais je pense qu'il y a ce côté aussi choisi, en fait. Si ça te saoule de voir certaines personnes certains types de contenus, tu vois, moi, enfin, j'ai fait un peu un filtre, un clean de mon audience en mode, oui, gagner 200K par mois grâce à, c'est bon, je peux plus, quoi. Et donc, en fait, je défollow, même si c'était sûrement quelqu'un d'intéressant à un moment donné dans ma vie, parce qu'en fait, ça me parle plus ce type de contenu-là et j'en fais un truc qui me ressemble et où je vais trouver vraiment de la valeur et je vais apprendre plein de trucs, quoi. Et donc, et je pense qu'à l'inverse, tu dois reproduire ça aussi. Mm-hmm. Et si je peux me permettre de rajouter aussi que ton questionnement est tout à fait normal. Sache que moi, quasiment toutes mes clientes sont comme ça au début. C'est mais qu'est-ce que mes anciens collègues vont penser de moi? Qu'est-ce qu'un tel va penser? Ou enfin, même si rationnellement on n'y prête pas trop d'attention, c'est quand même une annonce. C'est un peu comme si on débarquait sur la place publique et on a l'impression qu'il y a que des cols blancs et qu'il y a que des hommes en costume cravate, mais ce n'est plus du tout comme ça. À l'époque, ça l'était peut-être un peu plus, mais aujourd'hui, c'est vraiment la création de contenu, de personal branding, partager de la valeur, partager son parcours, etc. Au plus tu seras authentique, au plus justement, je trouve que ça paraîtra vrai et il y aura moins ce jugement-là, je trouve. Bien sûr. Ouais. Bah, je suis d'accord. Et ça s'applique, ce que vous donnez comme conseil, je trouve, à toutes les autres plateformes. Bon, parce qu'il y a peut-être que moi avec mes freins LinkedIn, hein, mais j'ai l'impression que chaque fois, c'est ChatGPT 2.0. J'ai vraiment je n'arrive même plus, parce que ce hook, on accroche pour que tu ouvres ton post, pour que des blablabla, et je ne peux plus, quoi. Je ne sais pas lire ça, mais j'entends, je comprends, le personal branding, c'est hyper important. Je crois juste que je suis peut-être en effet, je suis une mauvaise personne. Non, si je peux me permettre juste. Alors là, on est sur autre chose, c'est plus le copywriting, comme ça. Le copywriting, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser le texte pour que ce soit logique, etc. Mais en fait, au final, il y a beaucoup de psychologie. Et si toi, tu es allergique à ces tournures de phrases, de posts, etc., moi, je trouve que ce qui fonctionne bien dans les accroches, et c'est ce que je recommande toujours au début, c'est de poser une question. Dire pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et en fait, tu déballes la réponse. Et comme ça permet juste de attirer l'attention, mais de manière soft, sans que ce soit trop travaillé. Et que si toi, tu le sens comme étant fake, enfin, tu vois, si tu lis des posts et que tu te dis « Ah, mais non, c'est trop travaillé », ben justement, tu te dis que tu vas créer des posts, du contenu qui est plus authentique, moins travaillé. Et justement, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu vas pas suivre des codes qui ne résonnent pas avec toi. Ouais, faudrait vraiment que j'essaye. Bon, j'arrête avec mes questions débiles. Je vais vous poser des vraies questions. Est-ce que Louise a une vraie question pour Sophie? Intéressante et pertinente parce que... mais c'est super intéressant parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se posent la question et je pense qu'il y a tu dois pas être tout seul à te dire est-ce que ça vaut vraiment la peine, est-ce que finalement enfin oui, moi j'ai une question peut-être un peu plus personnelle en tout cas qui résonne plus avec moi parce que en fait plusieurs choses. Il y a plein de choses qui arrivent dans ma tête. D'abord, on est d'accord que c'est pas que pour les entrepreneurs, LinkedIn. Je trouve qu'on met souvent l'étiquette, t'es soit CEO, soit entrepreneur, mais en fait, et je fais un petit clin d'œil à mon équipe marketing d'une autre vie, mais enfin, c'est aussi important de créer son personal branding et je pense que ce serait intéressant qu'on le définisse aussi parce que c'est un buzzword que tout le monde utilise mais en fait parfois à mauvais escient mais en fait en tant qu'employé c'est hyper important aussi de créer ce personal branding et peut-être que tu peux expliquer un peu ce que c'est, pourquoi c'est important aussi même quand on n'est pas entrepreneur et qu'on n'a jamais envie d'être entrepreneur et c'est ok avec ça quoi. Oui, à fond. Alors bon, moi, c'est vrai que ma niche, c'est plus les femmes entrepreneurs, mais clairement, même si on est employé, on ne sait pas en fait de quoi l'avenir est fait. Et donc, autant investir dès aujourd'hui dans notre image. En fait, c'est ça, le personal branding, c'est la marque, c'est notre propre marque. En fait, c'est nous. On est un être humain unique avec nos qualités, nos défauts, nos champs d'expertise. Donc ça, c'est pour répondre à ta question du personal branding, c'est quelles sont mes expertises ? Quelle est ma personnalité? Quelles sont mes qualités, mes défauts? Qu'est-ce qui me rend unique? Quelles sont mes valeurs aussi? Et le but, c'est alors de transmettre tout ça dans une stratégie de contenu. Moi, je simplifie un peu les choses au début. Je dis, voilà, choisissez 3 piliers de contenu. Le premier, c'est votre expertise, peu importe si vous êtes employé ou entrepreneur. Ensuite, moi, mon deuxième pilier, c'est l'entrepreneuriat, parce que c'est une grosse partie de ma vie. Et mon troisième pilier, c'est le bien-être. Et donc, ce que je recommande, c'est à chacun de se dire, quels sont mes 3 piliers, sachant que c'est quand même bien qu'il y ait au moins l'expertise comme étant un des 3 piliers, et les 2 autres, soit on est un expert en
l'expertise, ça c'est le premier, mais soit on est un fan de bien-être et on décide d'exploiter ce sujet-là. Et le troisième pilier dans cette fameuse marque personnelle, je dirais, c'est bien être conscient de sa personnalité, qu'est-ce que nos clients disent de nous, qu'on soit employé ou entrepreneur, et essayer au maximum de refléter ça à travers notre contenu. Mais donc, il y a vraiment cette phase où on apprend à se connaître, c'est très positif au final de prendre la parole sur les réseaux sociaux, parce que je dis toujours, le but, c'est de parler pour nos clients, qu'on soit de nouveau entrepreneur ou employé, mais d'utiliser notre image. Donc, oui, c'est ça, de vraiment se servir de nous comme canal de diffusion, mais au final, notre but, c'est que le message impacte les personnes qu'on accompagne et à qui on délivre de la valeur. 100%. Et pour revenir au côté employé, il y a aussi le fait que en créant ce personal branding, c'est aussi pour les gens qui cherchent une carrière, par exemple, je pense à ça, et se dire en fait, si tu te positionnes en tant qu'expert dans une certaine niche ou dans une façon de communiquer ou peu importe, ça peut aussi te mettre en lumière par rapport à d'autres employeurs, à d'autres opportunités. Donc, je pense qu'il y a un peu de tout et pour tout le monde, quoi. Oui, et si je peux rajouter encore quelque chose, c'est que moi, pour l'avoir vécu, j'étais dans des secteurs très différents. Donc, j'avais déjà publié quelques posts quand j'étais commerciale pour la start-up marketing. Et c'est au final la personnalité qu'on retient. Parce qu'on peut, l'expertise, elle, peut évoluer. Moi, mon expertise à l'époque, c'était pas LinkedIn. Et ça a été à un moment donné le bien-être au travail. Mais donc, peu importe l'expertise, eh bien, les gens nous connaissent. Ils ont l'habitude de nous voir. Et dès qu'ils ont un besoin, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, quand je me suis lancée comme coach LinkedIn, j'ai eu mes premières clientes qui ont fait appel à mes services. En fait, elles me suivaient déjà depuis quelques mois. Exactement. Elles connaissaient mon parcours et donc, c'est hyper puissant de prendre la parole dès aujourd'hui, même si on veut changer potentiellement un jour de carrière, de milieu, Parfois, d'expertise. les jobs viennent à toi. Voilà, parfois, tu ne penses pas à une fonction où tu te sous-estimes et tu te dis, moi, je ne postulerai jamais à ça, mais en fait, le job vient à toi parce qu'on a vu par ton personal branding, parce que tu postes, ce que tu rayonnes, ce que tu colles à l'ADN de la fonction, que tu fites le poste. Oui. Ok, vous m'avez convaincu pour LinkedIn. Woo! Finally! Mais non, pratico-pratique. Que conseilles-tu? Quelles sont les stratégies de cette plateforme? Parce qu'elles ont toutes leur code, si je puis dire. Comment fonctionne LinkedIn? Un post par jour, un post par semaine, un post par mois, vidéo, photos, son, musique, carrousel. Dis-nous tout. Ok, tu as l'air quand même un peu plus experte que ce que je pensais. Alors moi, ce que je dis toujours, première étape, c'est optimiser son profil LinkedIn. Pourquoi? Parce que oui, on va créer du contenu, mais après, le but, c'est de transférer ces personnes, enfin, de faire en sorte que ces personnes viennent sur notre profil et soit nous contactent pour être sponsor, soit nous contactent pour réserver un appel découverte ou peu importe. Et donc, le profil, c'est vraiment comme une page de vente. Moi, je dis toujours ça. Il y a toutes des astuces très techniques et pratiques, mais le but, c'est je pourrais renvoyer vers ton Insta, qui est quand même bien complet. Tu donnes plein de tuyaux aussi sur ton Insta. Hop. Oui. Je vais peut-être te renvoyer sur ton LinkedIn, en fait. Oui, tout est bon. Mais non, t'es hyper... Le réflexe. Excuse-moi. Mais voilà, tu vois, moi, mon Google, c'est Insta. Donc, en fait... Mais non, mais de fait... les deux, c'est parfait. Mais donc, première étape, on optimise. On fait un sujet LinkedIn. Allez, je vais mettre ton Insta en bio. Bien sûr, je vais mettre ton LinkedIn en bio. Il faut dire que je suis assez active sur Instagram pour l'instant. Il y a une phrase que tu as dit sur Insta et je vais rebondir juste après. Donc, on optimise son profil LinkedIn. Ensuite, moi, je dis toujours à mes clientes, à tout le monde qui nous écoute aussi, commencer par un post par semaine. Et idéalement, le même jour à la même heure. Hein. On connaît les différentes plateformes, elles aiment bien ça. Dis-nous quelle heure, quel jour? Alors, moi, je recommande plutôt les mardis et les jeudis, entre 8h et 10h. Il y a beaucoup de monde, mais ça reste quand même les 2 jours où les gens sont les plus actifs sur la plateforme. Ils sont en plein focus, en plein milieu de la semaine. C'est pas le lundi où les gens sont parfois un peu pas encore réveillés. Oui, où ils sont à fond sur leur to-do. Ils ont des trucs à faire parce qu'en fait, le week-end, il y a eu pas mal de choses qui ont avancé. Et en fait, t'as pas le temps d'aller sur LinkedIn à ce moment-là. Par contre, le mardi, juste avant ta pause midi, où en fait, tu commences un peu, t'as faim, quoi, et tu vas sur LinkedIn, et en fait, t'as là déjà tes posts qui ont été postés juste avant. Donc, moi, je trouve que, j'ai remarqué aussi qu'il y avait quand même une temporalité qui impactait l'algorithme, et du coup, parce que plus d'engagement directement, quoi. Oui, mais bon, moi, ce que je dis toujours, c'est de se détacher quand même de l'algorithme, mais juste de se mettre un focus. Si on publie un post par semaine, on fait soit le mardi, soit le jeudi, entre 8 et 10 heures, mais on se fixe une heure qu'on garde, idéalement. Et quand ça tourne, donc quand on arrive à publier toutes les semaines, alors on passe à 2 posts par semaine.
et puis 3 posts par semaine, etc. Ah, ça fait beaucoup. Moi, je suis en moyenne, j'ai été voir hier justement, je suis en moyenne à 9 posts par semaine. Wow. Mais c'est pas seulement poster, c'est commenter, c'est répondre, c'est l'engagement. Oui, il y a l'engagement. C'est créer du contenu, c'est créer on peut parler de copywriting. Ça, c'est ChatGPT, on est d'accord. Non. Il donne, selon moi, la meilleure manière d'utiliser ChatGPT et LinkedIn, c'est d'aller s'inspirer des idées que ChatGPT nous partage sur base de nos prompts. Évidemment, il faut savoir faire des prompts. C'est ça la base aussi dans ChatGPT. C'est quoi un prompt? Un prompt, c'est ce que tu lui dis. C'est tu es le meilleur copywriter et storyteller du monde entier. Peux-tu me rédiger un post autour de cette thématique? J'adore. Mon client de cœur est un tel. Ton persona, ouais, j'adore. Mon persona sont les femmes entrepreneurs. Un prompt, c'est un bon brief. Oui, c'est ça. Et donc, tu lui donnes plein d'indications. Une bonne... Lou, tu m'avais conseillé aussi de souscrire à l'abonnement pour qu'il retienne il y ait un historique et comme ça, tu ne dois pas à chaque fois remettre ton blabla. Alors, dans la version gratuite, tu sais déjà enregistrer ton historique, effectivement, parce qu'alors, du coup, il se base, il apprend, en fait. C'est une intelligence. Donc, il apprend de tout ce que tu as créé par avant. Et donc, forcément, il devient de plus en plus puissant et pertinent par rapport à ce que tu es. Et puis, alors, moi, franchement, j'ai récemment pris le ChatGPT+. Alors, c'est 20 € par mois. Franchement, l'investissement en vaut la peine. C'est la différence entre la version gratuite et la version, genre le gars, je l'appelle le gars parce qu'on est devenus potes, mais on se met des petits surnoms, c'est un peu pathologique, mais la différence de qualité de réponse est assez hallucinante, quoi. Je confirme. Et donc, pour les entrepreneurs, vraiment, c'est un petit investissement qui en vaut la peine, quoi. C'est un énorme gain de temps, franchement. LinkedIn Premium aussi ou pas? Alors ça, je le recommande pas dès le départ parce que les fonctionnalités sont de savoir qui est venu voir notre profil. On a plus de emails, donc des messages privés qu'on peut envoyer, etc. Mais honnêtement, ça, je le recommande pas. D'accord. Et comme tout ce qui est publicité, etc., LinkedIn est quand même très, très cher au niveau du page, je trouve. Oui. Donc ça, moi, je recommanderais pas aux entrepreneurs. De faire du SEA, quoi? La publicité payante? C'est pas du SEA parce que du SEA, c'est du search sur Google, par exemple, etc. Mais il y a du paid sur LinkedIn que tu peux toucher comme Meta, comme partout. Et les budgets LinkedIn sont quand même assez importants. Et c'est pas quelque chose sur lequel je miserais dès le début, quoi. Non, pas du tout. Même jamais. Enfin, selon moi. Ouais, moi aussi. On incarne beaucoup mieux sa marque en prenant la parole. Et ça aussi, c'est important de le savoir sur LinkedIn quand on partage du contenu de son profil à soi, donc Chloé Génico, plutôt que la page de l'entreprise. Eh bien, ça a beaucoup plus d'impact parce que c'est l'humain, tout est. Les réseaux sociaux s'humanisent vraiment beaucoup plus. Moi, j'ai peut-être une petite question pour Sophie, si ça te va. Oui, j'ai juste fini avec la logistique donc des posts, les mêmes heures, un post par semaine, on commence par ça. Et puis on passe à 2 posts. L'idéal, c'est entre 2 et 3 posts par semaine. Mais oui, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Alors moi, je recommande de batcher son contenu, c'est-à-dire de se prévoir une demi-journée ou une journée complète pour le rédiger. Pour le mois, par exemple. Et comme ça, ça ne nous interrompt pas dans notre semaine ou on ne voit pas ça comme une charge. Tu fais pas ça dans le rush vite. Voilà, c'est ça. Oui. Et est-ce que tu le programmes? Alors ça dépend, moi, parce que vu que j'en fais un par jour, je le programme pas toujours, mais je recommande de le faire quand même. Ok. Dernière question, après je te laisse, Lou. Format texte, photo, vidéo, musique. Oui, alors le mieux, c'est alors le plus facile et efficace, c'est texte plus image verticale, photo de soi. Je sais que de nouveau, ça paraît égoïste, narcissique, etc. Mais moi, je dis toujours, quand j'ai une cliente en face de moi, je dis, est-ce que toi, tu préfères avoir un post de quelqu'un avec ou sans photo? Ben, c'est toujours avec photo. On préfère créer du lien, faire comme si la personne était en face de nous. Donc, contenu texte, donc c'est un post avec du texte, une photo à la verticale, de soi, idéalement, surtout au début, pour que les gens nous connaissent. Maintenant, il y a d'autres formats. Tu renvoies un lien ou en commentaire ou dans le post même. Il y a 3 parties super importantes dans le post. Il y a l'accroche. Ouais. Sans ça, tout le post ne sert à rien. Enfin, si l'accroche n'est pas bonne, on a perdu son temps. Là. Voilà. Le fameux hook. Oui. Voilà. On l'adore. Le déroulement. Donc, moi, je dis toujours, c'est un peu, il faut garder en tête aussi l'idée il y a un problème, solution. Une cliente a tel problème, voici ce que je lui ai recommandé, etc. Et donc, il y a tout le déroulement qui doit se faire un peu de manière subtile, mais allez-y spontanément. Et puis, le call to action, donc appel à l'action, le but c'est soit de poser une question de nouveau à la fin en demandant « Et toi, qu'en penses-tu ?» Et vous, qu'en pensez-vous? Comme ça, l'appel à l'action, c'est d'aller commenter, sachant que l'engagement est hyper important sur LinkedIn, que ce soit c'est important qu'on ait des commentaires sous notre post
donc de l'engagement, des likes, etc. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est d'aller commenter les posts des autres. Mais donc, call to action, soit on pose une question pour créer des discussions, soit on renvoie vers un site web, un épisode de podcast ou tout autre. Un lien aussi, une ça newsletter. fonctionne bien aussi, ça, lien téléchargé, etc. Parce que dans cette même optique, tu fournis du contenu et donc, du coup, hashtag ou pas hashtag? C'est très controversé pour l'instant. Ça n'amène plus autant de visibilité qu'avant parce que chaque mot dans le post est repris par l'index de SEO sur la plateforme, mais ça peut aider quand même encore. Donc moi, je recommande d'en mettre 2-3 sur les posts. Je ne le fais pas personnellement à chaque post, mais quand on démarre, je pense que ça peut vraiment aider. Et puis la grande nouveauté, c'est les vidéos. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on en pense? Parce que moi, je les mets. Mais tu vois, il y a une fonctionnalité maintenant, même vidéo. Il y a un onglet. Un onglet vidéo en plus qui a été développé. Et ils ont l'air de bien vouloir pousser ça. Donc, à mon avis, on va avoir un beau shift qui va s'opérer sur le format vidéo plutôt qu'image. Moi, j'étais comme toi, texte, photo, texte, photo. Mais j'ai l'impression qu'on va y perdre au détriment ou à l'opportunité de la vidéo, quoi. Oui. Alors, la vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est hyper important d'aller la charger de manière native. Donc, enfin, il peut y avoir des sous-titres, etc. En fait, ce sont les vidéos qui fonctionnent le mieux. Les vidéos entre 1 minute et 1 minute 20 où on partage du contenu. Donc, on voit ça un peu partout. Les gens qui disent, moi, mes clients, d'ailleurs, ils regardent la caméra, ils expliquent et il y a des sous-titres en dessous. Ça fonctionne super bien parce qu'en fait, en un laps de temps très court, on délivre énormément de valeur. Maintenant, il faut avoir le budget, tout le monde n'a pas les moyens non plus ou n'est pas au même stade business. Ou même, si on est employé, on va pas à part si on est dans une équipe marketing, c'est très bien de faire ça. Ouais, mais tu penses pas qu'on peut faire quelque chose de moins quali et de justement plus authentique et en face cam et ça fonctionne tout aussi bien parce qu'en fait, on a une chouette personnalité, on a des chouettes choses à dire et à partager et justement là où je te rejoins un peu, Claude, pour pas arrêter le truc un peu trop léché de partout, qui en fait alors c'est mes travers, mais où le ROI est pas du tout là parce que ça t'a pris des plombs de monter le truc, de bazar, que t'as pas les compétences, ou alors t'as outsourcé, ça t'a coûté un pont, mais en fait c'est quand même bien ficelé avec un chouette dynamisme, à tout autant d'impact, quoi. Oui, alors ce qu'il faut savoir, j'ai vu des études là-dessus il y a quelques jours justement, c'est que la vidéo amène énormément de visibilité, donc en termes d'impression sur LinkedIn, c'est la visibilité, mais ne convertit pas forcément aussi bien que d'autres posts. Donc à voir, c'est vrai que 2025 est très décisif en termes de vidéos. Franchement, si vous pouvez le faire, allez-y, postez des vidéos. Maintenant, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'algorithme en fait, c'est une analyse de nos comportements humains. Donc, je dis toujours l'algorithme, mais c'est ce que nous, on préfère aussi. C'est d'alterner les formats. Donc, ne pas faire que tout le temps des formats texte plus images, photos, mais de temps en temps faire un sondage, de temps en temps faire un carrousel. Les carousels sont hyper puissants. Moi, j'adore les carousels. Mais mais je trouve ça hyper intéressant. Sur LinkedIn. Je trouve c'est là que ça t'apprend hyper fort. Moi, toutes les personnes que je suis là, waouh, c'est trop intéressant. C'est tout de point. Tu perds pas 1000 ans à lire un texte à ton accroche, tu vois. Oui, comme ça, un carousel écrit, pas les photos de ta vie. Ça, c'est très Instagram. Il y a une musique qui vient, tu vois. Non, sur LinkedIn, tu vois, c'est généralement des posts d'expertise, voilà. Les top tips SEO, enfin tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que tu ressors vraiment avec 3-4 clics avec une info concrète mais de nouveau suivre les bonnes personnes qui et en tout cas avoir un peu le temps de créer ça, hein. Canva, c'est une super plateforme pour faire ça. Tout à fait. Mais pourquoi je recommande toujours le texte plus image, c'est qu'en termes de temps que ça prend et de retour sur investissement, selon moi, c'est le meilleur, d'après tout ce que j'ai observé. Mais c'est super important aussi, de temps en temps, de faire un carrousel, de faire un sondage pour donner la parole justement aux autres, d'alterner les formats et la vidéo aussi, évidemment. Moi, je suis vraiment du genre à dire, allez-y, même si c'est pas parfait, on est là pour tester. Et c'est vrai que les résultats sont bons jusqu'à présent, malgré que mes vidéos ne soient pas toujours natives. Donc, j'ai fait des tests, j'ai pris un reel, par exemple, d'Instagram, je l'ai mis dans LinkedIn, j'ai rajouté du texte en plus. Et ça passe, mais c'est pas l'idéal. Tu veux dire quoi, un MP4, un MP4 que tu oui, c'est un MP4 télécharge. Mais sauf que tu vois, j'ai téléchargé le reel. Et c'est un MP4, mais sauf qu'à la fin, tu vois, dans la vidéo, il y a quand même Instagram qui a mis en avant. Donc je dis ça pourquoi ? Parce que c'est pas la meilleure option, mais je teste, j'apprends, j'avance, et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre, c'est que le format vidéo, allez-y.
lancez-vous, même si c'est pas parfait, on va évoluer avec avec cette année qui avance. Et 2025, c'est point de vue marketing, on part vraiment sur des longs formats style YouTube qui est vraiment mis en avant. Oui. Point de vue LinkedIn, je ne sais pas. Mais la vidéo, comme tu dis, à tester. J'ai juste une petite question du coup. Oui. Parce que je trouve qu'on a beaucoup de contenu qui dit comment faire pour finalement réussir sur LinkedIn, etc. Mm-hmm. Quelles sont pour toi les 3 erreurs que tes clientes font le plus souvent quand elles commencent sur LinkedIn, au-delà de ce qu'on a déjà discuté? Alors, l'erreur majeure, je dirais, c'est de ne pas savoir à qui on s'adresse. C'est de publier pour publier et de perdre en fait un peu ce fameux pourquoi on publie, pour qui on publie. Donc première chose, c'est vraiment de se remettre dans cette énergie-là avant de publier son contenu. Donc erreur à ne pas faire, c'est publier juste pour publier. Ensuite, je dirais bâcler, ça arrive quand même plus souvent que prévu. Le fait de rédiger son post, d'être à fond sous la dopamine, ou je sais pas quelle est l'hormone de joie, de fierté, etc. Ouais. Mais parfois on oublie de relire son post et en fait il y a soit des fautes d'orthographe, soit il manque un mot, soit, on sent il a même pas été relu une fois. Et ça c'est dommage parce que quand je dis on publie un post par jour maximum, donc si on est à 7 posts par semaine comme moi, on n'a pas chaque journée compte. Donc, c'est important de bien relire son post. Et si on publie une fois par semaine, encore plus, autant le faire bien. Sans tomber dans le perfectionnisme, mais autant le faire bien. Et quelle autre erreur à ne pas commettre, je dirais, c'est de parler trop de soi. Oui. Au lieu de s'étaler. Madame, je sais tout. Voilà. C'est vraiment de se... Je sais pas. Et ça... Moi, je. Ouais. Mais c'est important, mais à petite dose. Mm-hmm. Donc, quand on l'intègre justement dans sa stratégie de contenu, on se dit, OK, j'en fais 1 sur 3. Un post sur 3 va parler de moi, de mon histoire, etc. Mais pour inspirer mes clientes ou mes clients. Le but, c'est toujours ça, c'est se dire... What's in it for me? C'est vraiment une phrase que j'aime bien, c'est se mettre dans la peau de nos clients, peu importe si on est entrepreneur, employé ou quoi. On se dit, OK, quel est le message de ce post? Quelle est la valeur que la personne va en tirer? Oui, c'est ça, la valeur que le lecteur va tirer de ce post. Mm-hmm. Et donc, c'est vraiment arriver à se remettre systématiquement dans la peau de la personne qui va nous lire et se poser cette question, est-ce qu'il y a de la valeur dedans? Ouais. Donc, c'est un peu des erreurs courantes de juste poster pour poster, on croit que ça va prendre. Et j'ai envie de rajouter, et t'en as déjà parlé tout à l'heure, mais c'est ultra important d'aller commenter les posts des autres, d'aller commenter les posts de nos clients, de nos prospects, de figures, des leaders d'opinion dans notre secteur, etc. Parce qu'en fait, on profite de leur visibilité. Exact. Quand on va commenter, et donc nous, ça nous amène aussi du trafic sur notre profil et forcément après pour nos futurs posts. Ouais. Et puis, je pense que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu au début. Une erreur que j'ai faite aussi, c'est j'aime bien un post, je veux le refaire parce que je l'ai trouvé intéressant. Mais en fait, et ça rejoint ton objectif, en fait, ça parle pas du tout à ton audience. Pourquoi tu fais ça, cocotte? Tu vois, alors oui, c'était sans doute intéressant, mais en fait, copiez pas ce qui le concurrent fait parce qu'en fait, c'est peut-être pas pertinent pour ton objectif, ton audience, etc., même si ça avait de la plus-value pour toi. Et donc, j'encourage à certes regarder, mais pas ne vous laissez pas influencer trop par finalement ce que vous retrouvez tout le temps, parce qu'en fait, ça a déjà été fait en plus. Oui, s'inspirer, mais par contre, gardez en tête que je dis très souvent ça, c'est la seule personne à qui on se compare, c'est à notre moi de hier. Parce que c'est vrai que très vite, sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram ou autre, on a tendance à se comparer, à se dire « mais un tel, il a autant d'abonnés, etc. » Ça, c'est un autre conseil aussi, c'est détachez-vous des résultats. Okay, le seul résultat qui compte, c'est est-ce que j'ai un nouveau client? Est-ce que j'ai un nouvel appel découverte? Est-ce que j'ai un nouveau message? C'est vraiment ça qui compte. Alors oui, la visibilité, c'est bien, ça nous amène des clients par la suite, mais c'est pas parce qu'on a de la visibilité qu'on a des clients et inversement. Je connais aussi des gens qui n'ont pas beaucoup de visibilité, mais dont l'engagement est très fort et qui ont des clients. On va pas en touriste sur LinkedIn, en fait. Tu vas pas tu dois vraiment avoir un goal, quoi, un but, faire la conversion, l'engagement. Stratégie, hein. Ouais.
Ça m'a l'air... Mais au début, j'avais pas de stratégie. Donc attention, il faut pas non plus se bloquer en se disant waouh, il faut trop, enfin il y a trop de choses à faire, je me lance pas. Au début, allez-y, lancez-vous. Moi, j'ai fait ça pendant des années sans avoir de stratégie claire ou de but. Précis, oui, voilà. Moi, c'était juste mettre son ego de côté quand t'as dit like, c'est ok parce qu'en fait, c'est dans la récurrence que ça va. C'est pas super, j'ai appris plein de trucs avec Sophie aujourd'hui en écoutant le podcast. Demain, ça y est, je le fais. Je fais 3 posts et en fait c'est un flop, j'arrête. Bah non, c'est celui qui croit le plus loin qui réussira parce que c'est dans cette récurrence là que finalement ça va fonctionner. Et si tu t'arrêtes après 3 posts, c'est sûr que voilà, tous les plus grands influenceurs LinkedIn le disent, ça a mis parfois des années. Oui. C'est un peu péjoratif et ça peut décourager, mais vraiment il faut pas lâcher quoi. Il y a des sponsorings sur LinkedIn, des gens qui font des pubs. C'est-à-dire genre Instagrammeuse une influenceuse qui fait oui, je pense à Atlin. Placement de produits. Ben moi typiquement j'ai été contactée par Ifluence pour un événement. Et donc c'est pas ça spécialement que je cherche, mais c'est venu à moi, donc je me suis dit c'est sympa, on va tester. Et donc j'ai mis en avant un événement ici en Belgique avec 2 posts LinkedIn, donc il y a tout à fait moyen. Maintenant, c'est pas mon objectif comme je répète, mais si on me le propose et que ça rentre dans ma ligne éditoriale et que ça fait sens de nouveau toujours par rapport à mes clients, eh bien j'accepte. Mais donc oui, et en même temps, même si tu cherches des sponsors pour ton podcast ou quoi que ce soit, en fait, il y a vraiment beaucoup plus d'opportunités que ce qu'on pense. Et ce que j'adore aussi, c'est que parfois, on a des belles surprises. Moi, mon associé à l'époque, c'était une belle surprise. Mon article dans la presse, c'était une belle surprise. Je m'étais pas dit, je veux un article dans la presse, je veux une associée, je veux ci. Et en fait, c'est ça la beauté aussi de LinkedIn, c'est de se dire, waouh, je sais pas trop ce qui m'attend, mais je sais qu'il y a des opportunités en or parce que justement, il y a des profils qualifiés, il y a des gens qui cherchent des solutions à leurs problèmes. Et c'est important pour moi d'être visible là-bas aussi. Même si on est sur Insta avec une audience de 150 000 followers, je connais une influenceuse comme ça qui vient de se lancer il y a 2 semaines et qui a misé sur LinkedIn aussi. Et il y en a de plus en plus. Super intéressant. J'ai une dernière question. Après, Louis, je te laisserai clôturer. Parce qu'on a fait le tour. Ouais, on est pile dans le timing. J'avais dit 40 minutes. On a 40 minutes. Dernière question. Tu as dit sur Insta, j'ai relevé parce que ça m'intéresse, que selon toi, LinkedIn, je ne sais plus tes mots exacts, mais selon toi, LinkedIn est un meilleur canal d'acquisition, en tout cas fait plus de conversion ou est mieux businessement parlant que Insta. Tu peux développer? Oui, alors il y a plusieurs stats à partager par rapport à ça. Il faut savoir déjà qu'il y a que 4 personnes sur 100 qui prennent la parole sur LinkedIn. Donc, il y a vraiment de la marge. Et donc, dès qu'on prend la parole, on se différencie déjà de plein de monde autour de nous. Et il y a une autre stat aussi, c'est que, alors je me rappelle plus exactement, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a énormément de décideurs B2B qui passent à l'achat, donc à l'acte d'acheter une solution, que ce soit un service, un produit ou quoi que ce soit, après avoir vu du contenu de ce ou cette créatrice sur LinkedIn. Donc ça montre la conversion. J'ai plus la stat, je sais plus si c'est 25 ou 35% ou 45%. J'ai pas envie de dire de bêtises. Et voilà. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vrai que les gens sont plus à la recherche proactive de solutions. Et il faut savoir que le contenu qui est publié sur LinkedIn est aussi très riche. Tu le disais tout à l'heure avec les carousels, PDF, etc. En fait, Instagram et LinkedIn, pour moi, sont complémentaires. On n'y fait pas la même chose. Non. Mais honnêtement, moi, si je me base sur mon parcours, c'est vraiment le réseau social qui m'a permis de mieux convertir, certes en B2B, mais il y a de plus en plus de gens qui sont en B2C qui se mettent dessus et qui ont des opportunités aussi qui viennent à eux. Donc, et puis de toute façon, les B2B sont à la base des B2C de base, aussi. Oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est parfois le frein qu'on se met en se disant « Ah oui, mais moi, en fait, ça target plutôt des entreprises, etc. » Ouais, mais en fait, les gens qui travaillent dans ces entreprises, c'est aussi des consommateurs, c'est aussi des clients. Hyper intéressant. Donc, en fait... je pense qu'il faut pas faire de choix. C'est pas est-ce que c'est mieux Insta ou c'est mieux LinkedIn. Dans le meilleur des mondes, c'est les deux, avec des axes différents et avec des objectifs qui sont différents aussi. Dernier conseil, les filles, vous pouvez donner aux auditrices? Oui, alors... Attends, je pensais que ça allait venir comme ça, tu vois. Moi, j'en ai peut-être un, ouais. Vous mettez pas la pression. Ouais. Ah ouais, c'est bon que ça, j'allais dire, lancez-vous. Ouais, vous mettez pas la pression, tentez des choses.
Et puis quoi? Au pire quoi? Comme partout, hein. Voilà. Comme toutes les plateformes. Au pire, vous aurez appris des choses et dans le meilleur des cas, il y a des belles opportunités. Moi, il y a des gens qui m'ont contacté pour plein de choses, pour essayer des choses, pour des events, pour des choses. Et donc, je trouve que il faut pas avoir peur, il faut dépasser cette espèce de syndrome d'imposteur ou de non-crédibilité, parce que en fait, il y a une audience pour tout le monde. Ouais. Et moi, ce que je dirais, c'est que c'est en faisant qu'on apprend. Donc, on n'a pas besoin de tout connaître, de tout savoir, de bien connaître l'algorithme, etc. avant de se lancer. C'est vraiment, on se lance et on améliore par la suite. Parce que sinon, on commence jamais, en fait. Il y a jamais rien qui est parfait. Et ça, c'est aussi quelque chose que je vois souvent, c'est l'envie d'être parfaite, alors que c'est une illusion. Et donc, on apprend en faisant. C'est en effet le fait de passer à l'action qui fait que on se construit chaque jour notre vie professionnelle. Et donc, aujourd'hui, c'est le meilleur jour pour publier votre premier post sur LinkedIn. Merci Sophie. J'ai juste une petite question, là, Chloé, parce que du coup, les auditrices, elles aiment bien aussi entendre ton avis. Du coup, qu'est-ce qui t'empêche ou qu'est-ce qui t'a freiné le plus sur LinkedIn et qu'est-ce qui finalement te retient? Moi, il y a 2 choses, honnêtement. Premièrement, c'est le temps. Le temps d'y consacrer, de prévoir déjà caler même une demi-journée par mois. C'est un aménagement qu'il faut faire. Donc, bien sûr, je vais le faire, je vais le tenter, évidemment, surtout dans mon business. Et deuxième chose, moi, c'est la peur du jugement. La peur du jugement qui est très présente, particulièrement sur LinkedIn. Mais en effet, vous m'avez assez convaincue. Donc, écoutez, je vais en tout cas être le Kobe de toutes ces filles. Je vous dirai si ça en vaut la peine. Sophie, où est-ce qu'on peut te joindre si on cherche à se perfectionner, à suivre peut-être une formation? Ça peut aussi nous donner un peu de courage et de guidelines, en fait, pour mieux faire ça. Alors, sur LinkedIn, Sophie Boulanger. Sur Instagram, Sophie Badass Academy. Donc, j'ai une formation en ligne, un accompagnement, parce que c'est plus qu'une formation en ligne. Donc, c'est la Badass Academy. Et vous retrouverez toutes mes informations sur LinkedIn et Instagram. On peut donner l'exclu de ton podcast? Oui. Sophie me rejoint dans la team podcast. Faut trouver la sur Spotify, YouTube. Oui, alors j'ai pas encore le podcast qui est live. Enfin, peut-être au moment où vous l'écouterez. Peut-être. Si c'est le cas, je mettrai en lien évidemment de l'épisode et je repartagerai sur ma réseau. Oui, parce qu'en fait, on m'a tellement partagé des belles histoires en tant que coach LinkedIn, parce qu'on parle de son parcours aussi, etc., que je me suis dit, il faut que je fasse un podcast et que tout le monde entendre les histoires d'entrepreneurs badass que j'accompagne. Excellente idée. Podcast, c'est vraiment un média qui s'y prête pour mettre en avant aussi son entreprise, ses formations. Je recommande, si on a quelque chose à vendre, le podcast est un bon moyen de faire du personal branding et de la conversion. Il faut juste le caser dans la semaine. Ouais, même chose pour moi, LinkedIn. Voilà. Challenge accepté. Bon, merci les filles, merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci Chloé. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Je vous remercie infiniment et à très vite pour de nouveaux épisodes.